Bonjour à tous, je pense que nous allons pouvoir commencer. Merci à tous d'être venus en ce dimanche de très beau temps. C'est un réel plaisir pour moi que d'être ici pour cette conversation avec Longlit Woon et Catherine May. Notre sujet ce matin, dans le cadre de la thématique générale de Bibliotopia, c'est le retour à la vie, les pouvoirs guérisseurs de la nature. Et j'aimerais présenter très brièvement nos invités avant de lancer la discussion. Longlit Woon est une autrice et anthropologue malaisienne et norvégienne. Elle est également experte certifiée S. champignon. Elle vit en Norvège, ce depuis ses études universitaires. Suite au décès de son mari, elle a écrit sa première œuvre de non-fiction, soit La femme et les champignons, une histoire de deuil et de retour à la vie, traduit en français par Alex Fouillé. En anglais, The Way Through the Woods, Overcoming Grief Through Nature, traduit par Barbara Haviland. C'est un guide vers le monde fascinant de la mycologie, mais également une méditation sur le voyage au travers du deuil. Nous avons également Catherine May, autrice et podcastrice britannique. Elle a écrit The Electricity of Every Living Thing, qui est son œuvre la plus récente, ou pas tout à fait la plus récente, et The Whitstable High Tide Swimming Club. Elle est également éditrice d'une anthologie sur la maternité. Nous allons aujourd'hui parler de Hiverner, qui décrit les avantages d'une période d'inactivité ou de jachère en temps difficile, dont le titre est Hiverner, se reposer, se replier, s'aimer dans les moments difficiles, traduit en français par Véronique Minder. Elle est également podcastrice. Et je vous remercie d'accueillir chaleureusement nos deux auteurs de ce matin. Merci à toutes les deux d'être ici. Je lis avidement de la fiction et de la non-fiction sur le monde naturel et j'ai été ravie de lire vos livres simultanément et j'ai commencé à lancer une conversation dans ma tête. L'un des premiers liens entre les deux livres, et je pense que c'est une bonne introduction aux deux, c'est le fait que vous avez fait l'expérience d'une rupture très soudaine dans votre vie normale et que vous avez dû vous confronter à la question profonde de la maternité et de la fragilité de la vie humaine. Et à partir de ce point, vous vous êtes lancé dans un voyage que vous décrivez dans vos livres. Je me tourne vers vous, Woon. Pouvez-vous nous décrire comment vous avez découvert votre amour des champignons, de la mycologie et comment cela vous a permis de naviguer à travers votre deuil? Eh bien, les champignons, d'une certaine manière, c'était accidentel. Suite au décès de mon mari, comme un bon nombre d'autres personnes, je faisais partie d'un groupe de personnes endeuillées. On trouvait tous une solution, on essayait tous de trouver une solution, on essayait différentes choses, le yoga, la méditation. Et donc, c'est un petit peu par accident que je suis parvenue aux champignons et à la mycologie et à ce cours pour débutants. Maintenant, ce qui est spécial, c'est que en me rendant dans les bois à la recherche de champignons, et lorsque j'ai trouvé le premier champignon que je puisse identifier par moi-même et qui pouvait être mangé, ça a suscité tant de plaisir en moi, un plaisir que je n'imaginais plus pouvoir revivre dans un endroit si sombre. C'était un petit peu la lumière au bout du tunnel. Et cela m'a montré qu'il pourrait éventuellement y avoir une issue. Moi, je n'en étais pas sûre. Il y avait peut-être une issue qui me sortirait de ces ténèbres. Oui, vous parlez un petit peu de l'anesthésie des sens et comment, par ce processus par lequel vous avez marché, goûté, senti, vous avez pu à nouveau réveiller vos sens. Catherine May, pouvez-vous nous en dire plus? Pouvez-vous nous parler de cette première expérience de jachère? Peut-être pas la toute première, mais
La première depuis le lancement de ce projet et comment ça vous a permis d'envisager ce que cela veut dire? Eh bien, mon livre commence avec mon mari qui, tout d'un coup, doit être opéré de l'appendicite. C'était un cas grave. Et c'est ce qui a déclenché un petit peu ce processus par lequel je suis tombée entre les mailles du filet. Il se trouvait hospitalisé. On était un petit peu entre deux mondes. On ne faisait plus partie du monde de tous les jours. Et ce que j'ai essayé de décrire, c'est le moment où on s'est dit que le reste de notre vie se déroulait derrière une vitre. Et ça arrive parfois au cours de certaines expériences. On a l'impression que le monde continue comme avant, alors que nous, on se sent isolé. On continue de vivre dans une bulle d'isolement. Mais à ce stade, au moment où mon mari était malade, je venais de démissionner de mon travail. J'étais très occupée, j'étais une universitaire surmenée, j'étais épuisée. Je me suis dit que ça ne pouvait pas continuer. Je ne savais pas ce qui allait advenir, je ne savais pas comment on allait survenir, comment on allait subvenir à nos besoins. Et puis ensuite, je suis tombée malade aussi. Donc c'était un petit peu un effet domino. L'une des choses que je trouve très intéressante dans ce que vous venez de dire toutes les deux, j'adore ce que vous dites quand vous dites qu'il y a des trous dans la maille du monde quotidien. J'aime bien cette idée que les choses continuent. Il y a ce ronron quotidien et puis il y a des choses qui se produisent qui nous montrent que ça n'est pas le cas. Et vos deux expériences, toutes les expériences que l'on a, sont des expériences que tous les humains vont vivre à un moment ou à un autre. Absolument. Et donc ces trous dans lesquels on tombe, ces ornières dans lesquelles on tombe, elles font partie de la vie. Et nous, quand on est dans ces ornières, dans ces endroits sombres, que la vie se poursuit ailleurs. Pourquoi? Eh bien parce que les gens ne regardent pas ces trous, ils ne savent pas comment gérer ces trous. Lorsqu'on est dans l'ornière, on se trouve dans un espace qu'on estime être anormal, alors que c'est tout à fait normal. Il nous a peut-être fallu un petit peu de temps pour intégrer ces ornières à la vie dans son ensemble. La vie, c'est à la fois ces ornières et le reste. C'est une super transition à ce qu'essaie de faire Hiverner, l'idée qu'il y a des périodes dans notre vie qui surviennent et comment approcher, comment envisager ces changements. Quid d'hiverner? Eh bien pour moi, hiverner, c'est une saison métaphorique dans le froid. C'est une période où, pour une quelconque raison, vous n'êtes plus dans le déroulement normal de la vie. Le deuil, c'est l'exemple parfait. C'est un cas d'école. C'est normal. C'est l'une des choses inévitables de la vie que de savoir que les gens que l'on aime vont décéder. Et pourtant, les gens qui sont en deuil sont isolés. Ils ont l'impression qu'ils doivent trouver une solution pour eux-mêmes. On n'a pas, tout du moins dans la culture chrétienne occidentale, on n'a pas vraiment de feuille de route pour le deuil. La culture juive nous donne des esquisses de solutions. Mais quoi qu'il en soit, moi, mon idée, ce n'est pas de dire que tout est magique, tout est fantastique et on s'en rend pas compte. C'est une période terrible, c'est une période très déplaisante, elle est brutale, elle est très dure, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on ne doit pas faire avec. Parce que c'est comme cela qu'on crée la sagesse. La sagesse ne vient pas des bonnes choses, elle vient des choses terribles dans nos vies. Et dans le livre, je souhaitais de dire que l'on peut trouver une unité grâce à cela qu'on n'imagine pas. C'est la raison pour laquelle on est là, sur cette estrade. On parle d'expériences entièrement différentes. Pourtant, on parle le même langage d'une certaine manière. Oui, il y a un élément que vous articulez très bien dans La femme et les champignons. Il y a deux parcours parallèles. Il y a le parcours, le voyage intérieur, le voyage extérieur. Ils ne convergent pas, mais ils se déroulent simultanément. Vous voulez nous en parler, Woon? Oui, effectivement, mon voyage intérieur,
C'est mon voyage à travers ce paysage inconnu qu'est le deuil. Le voyage extérieur, c'est ma découverte du monde des champignons qui m'a fait avancer lentement, champignon après champignon, sport après sport. Oui, exactement, sport après sport. Vous avez entièrement raison. Et pour moi, les deux étaient liés, tout du moins dans mon esprit. Mais en écrivant le livre, au début, je ne me suis pas permis de connecter les deux. Je voulais écrire un livre sur les champignons et le deuil. Donc, ça a pris un certain temps. Ça a commencé comme un livre plutôt personnel et bizarre par rapport qui portait sur ma découverte du monde des champignons. Et j'ai oublié votre question. C'est pas grave. Il s'agissait d'une question sur le voyage intérieur et extérieur. Oui, absolument. Les deux étaient liés. Mais il y a également l'idée de l'information. Catherine, vous en parlez. Vous passez en revue un certain nombre de types d'hivernage avec des éléments scientifiques, culturels, anthropologiques. Il y a à nouveau ce voyage intérieur et extérieur, le fait d'apprendre à nager en eau froide, aller voir des aurores boréales. Vous utilisez différentes métaphores qui font la même chose. Ce qui me frappe au cours de cette conversation, c'est qu'une des manières de gérer ces moments d'hivernage, c'est de trouver des possibilités en dehors de la vie normale. C'est quelque chose d'assez commun chez les gens qui vivent ce genre de période. Ils trouvent une manière d'occuper un espace contemplatif pour eux-mêmes. Ils trouvent le temps de traiter cette expérience par le corps plutôt que par un esprit obsessionnel. J'aime bien le fait que vous parliez de flux. Le flux ralenti, c'est presque une approche philosophique à la vie. Vous avez parlé du fait que nos vies sont devenues saturées. Est-ce que l'hivernage tel que vous le décrivez, est-ce que ça peut être une solution? Oui, je pense que ça pourrait être une réaction, un événement passif. Si on arrive à trouver une manière d'occuper ces espaces contemplatifs dans notre vie quotidienne, c'est une boîte à outils pour le reste de notre vie. Je parle de natation en eau froide, je parle de la marche que j'adore faire, notamment en hiver. Je parle de différentes manières de sortir de mon esprit pour rentrer dans mon corps. Alors bien évidemment, tout le monde parle de la natation en eau froide. C'est ce qui frappe les gens parce que c'est assez extrême. Et c'est pour moi la meilleure manière de sortir de ma tête pour exister dans mon corps. En effet, on est tellement occupé à survivre, il faut écouter son corps constamment lorsque l'on nage en eau froide. C'est un soulagement incroyable que d'investir sa tête ailleurs pour une fois. Alors, combien de temps cela vous a pris pour être à l'aise avec ce genre de natation en eau froide, si on peut dire à l'aise? C'est assez surprenant parce que je voulais y aller progressivement. La première fois, je suis restée dans l'eau 30 secondes, et après je suis ressortie en criant. Et après cela, j'étais sur la plage. Bon, ma première natation s'est déroulée en février. Il y avait l'eau était à 3 degrés, il y avait de la neige. C'est vraiment très froid, très froid. J'entends les réactions du public. Mais c'est une fois que je suis sortie que je me suis dit, mais en fait, c'était pas si terrible que ça m'a pas tuée. Et immédiatement, je me suis dit que je voulais y retourner. Ça m'a vraiment surprise comment j'y suis retournée tous les jours pendant 2 semaines et à quel point j'ai pu progresser pour y passer 10 minutes, pas des heures. Je nage pas quand je suis en eau froide. Je reste dans l'eau froide, je patauge, mais c'est très addictif et mon corps
Ça lui convient, ils se sont en sécurité pour autant que je fasse attention. Et c'est ça qui est important. Il fallait que je sois présente dans mon corps pendant ce moment-là. Vous racontez une anecdote dans le livre, vous parlez de quelqu'un qui utilise la natation en eau froide comme une thérapie, car ça lui permet de s'isoler de tout un tas de stimulus. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. On s'isole des stimulus extérieurs. En même temps, votre expérience, c'est de s'ouvrir à ces stimulus extérieurs, justement. Pouvez-vous nous parler de ces promenades? Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Catherine. Vous l'avez mentionné, lorsque mon mari est décédé, j'avais l'impression que mes sens étaient anesthésiés. Je ne savais plus ce qui se passait. Et une fois que je me retrouvais dans les bois, que je cherchais des champignons, ça a un petit peu réouvert mes sens les uns après les autres, très graduellement. Le sens olfactif, c'était très compliqué pour moi, mais ça m'a permis de réveiller mon corps. J'étais consciente et sensible qu'il y avait d'autres choses à sentir, à voir. Et d'une certaine manière, je suis devenue une nouvelle personne. C'est exactement ce dont j'avais besoin, parce que lorsque l'on perd quelqu'un ou quelque chose, ce livre porte sur la perte, lorsque l'on perd quelque chose qui fait partie intégrante de sa propre identité, il faut trouver une manière de se recréer une identité, de retrouver une identité. Il faut être ouvert sensoriellement à toute nouvelle expérience, à tout nouveau stimulus, ce qui fait un nouveau soi. Oui, c'est très intéressant. Vous avez dit que c'était par accident que vous avez trouvé ce cours de débutant. Mais la manière dont vous décrivez les champignons, et vous allez le décrire certainement mieux que moi, mais comment vous décrivez les interconnexions, les liens entre les champignons et la forêt, ça rappelle les relations, le mariage, les amitiés. C'est quelque chose qui m'a beaucoup émue. Est-ce quelque chose dont vous êtes rendu compte en écrivant votre livre ou étiez-vous consciente de cela au moment de faire ce voyage mycologique? Bon, moi, j'étais consciente de rien en me lançant dans ce voyage. Le processus d'écriture, ça vous oblige d'une certaine manière à trouver du sens dans quelque chose qui n'en a pas forcément. Et donc, ça faisait partie de ce processus de guérison. L'écriture faisait partie de ce processus de guérison. Oui, c'est un lien très délicat qui apparaît dans votre livre. Vous partagez votre amour pour les champignons et pour toutes ces nouvelles choses que vous apprenez. Est-ce vrai qu'un mycophobe, c'est quelqu'un qui déteste les champignons? Oui, mais si vous aimez les champignons, ils vous le rendent bien. Ah, ils vous apparaissent seulement à vous, c'est cela? Oui. Oui, on a une conscience des champignons qui est très particulière. On est très connecté. Catherine, je reviens à votre livre très brièvement. Auparavant, on a parlé de la publication de votre livre qui est sorti juste avant la pandémie, avant que la pandémie enveloppe la planète et les gens ont fait l'expérience de l'hivernage. Je me demande quelle a été la réaction des gens par rapport à cela. Eh bien, au Royaume-Uni, hiverner a été publié 3 semaines avant le confinement et je me souviens qu'à la fête, au moment de la publication, on parlait d'un éventuel confinement. Il y avait toutes ces rumeurs, on en parlait, on se disait mais c'est pas possible, ça va jamais arriver. Donc il y a eu quelques semaines pendant lesquelles les gens disaient l'hivernage, ça arrive dans la vie, ça peut arriver dans la vie. Et ensuite, on a commencé à parler d'hiverner en masse. Puis, le livre est sorti aux États-Unis en novembre 2020 et les gens ont eu l'impression que je l'avais écrit pendant la pandémie, à propos de la pandémie.
Pour moi, c'était un petit peu compliqué. En effet, j'ai eu l'impression de porter pas mal de bagages pour tout un tas de gens. Alors peut-être que oui, il nous fallait une manière de parler de cette expérience collective. Ce qui était fascinant avec la pandémie, c'était que tout le monde ne faisait pas la même expérience en même temps. Il y avait des gens qui avaient été malades, d'autres qui étaient en pleine guérison. D'autres avaient peur d'attraper le Covid parce qu'ils étaient des malades chroniques. Certaines personnes se sentaient isolées. D'autres avaient peur du monde. Donc tout le monde a fait sa propre expérience de la pandémie. Ce qui m'a fascinée en observant les gens en ligne, car j'adore observer les gens et ce qu'ils font, ce qui m'a fascinée, c'était de voir à quel point ça aboutissait à des conflits. Plutôt que les gens disent je souffre », les gens disaient non, mais vos souffrances sont bien moindres que les miennes parce que vous avez vos enfants à la maison alors que moi je suis seule, ou le contraire. Et les gens se mettaient en colère les uns contre les autres. Et je pense que ça reflète ce que l'on doit faire dans ces cas. Il faut voir que les autres souffrent, l'accepter sans pour autant devoir le mesurer ni le juger. La pandémie semble nous avoir divisés encore davantage alors qu'elle aurait pu nous unir. Et je pense que c'est justement parce qu'on manque de compétences en matière de souffrance humaine et d'endurance humaine. Il y a quelque chose qui revient dans le livre, à savoir que la vie se déroule à un rythme effréné, personne n'a le droit de ralentir. Dans Hiverné, vous nous rappelez qu'il faut prendre le temps de ralentir. Comme on l'a dit auparavant, c'est une espèce de philosophie. On n'a pas besoin de vivre notre vie à ce rythme effréné. C'est intéressant. J'espère que le monde a tiré des mini-leçons de la pandémie. On discute dans certains cercles du fait que c'était chouette de ne pas faire grand-chose. Je sais que les personnes introverties dans le monde entier étaient très heureuses. Alors oui, durant la pandémie, beaucoup de gens ont découvert les joies du télétravail. Ça, c'est clairement quelque chose qui a changé. Et c'est quelque chose que l'on portera en nous à l'avenir. Donc, il y a des leçons collectives. Oui, et puis je vois des gens qui déménagent dans une autre ville, à la campagne, qui se reconvertissent, qui quittent leur emploi pour un autre emploi. J'ai remarqué qu'il y a pas mal de gens qui veulent travailler moins. Et c'est quelque chose qui me fascine. Maintenant, ce qui me déçoit, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, c'est peut-être pas le cas en Norvège, c'est à quel point on parle peu du deuil dans l'après la pandémie. Même si la pandémie est loin d'être derrière nous, puisqu'il y a encore des gens qui meurent. Donc ça me déçoit que l'on n'ait pas trouvé de manière de parler du deuil, du chagrin, que les décès n'aient pas été davantage commémorés. Moi, je me suis dit que ça pourrait peut-être être le moment où on allait commencer à envisager comment faire cela, car on en a besoin. Vous savez, aux États-Unis, il y a eu 1 million de morts. C'est donc clairement quelque chose qui doit être digéré. Je ne suis pas aussi sûre que vous. On a pris un petit peu le temps de parler du deuil. Là où je me trouve, le deuil, le chagrin, c'était quelque chose que je devrais prendre pour moi-même, ça ne m'a pas été donné. J'ai occupé cet espace. C'est un espèce de luxe. C'est comme ça que je le décris. Personne ne voulait me le donner. Et pour revenir à ce qu'on a dit auparavant, je viens de Malaisie.
En tant qu'enfant, je savais quand quelqu'un décède, après 7 jours, on va rendre visite à la famille, après 14 jours aussi. Donc, il y a ce chiffre magique qui est le 7. J'y ai pas trop réfléchi, mais en plein deuil personnel, j'ai enfin compris la fonction de ces étapes. La société reconnaît votre deuil, vous donne l'espace de faire votre deuil. Les gens viennent vous voir, ils savent que ça se produit, que c'est là. Je crois qu'on a besoin de schémas vers lesquels on peut se retourner dès lors que on vit une période difficile. Il ne s'agit pas de les inventer pour soi-même à un moment où on ne le peut pas. Oui, dans votre livre, vous dites vous venez d'une communauté chinoise en Malaisie, vous avez vécu cela en Norvège, dans une culture qui n'est pas la vôtre, et que cela a été assez compliqué. Il y a la question des rituels que vous venez d'évoquer, on y reviendra. Un rituel pour marquer son propre hivernage. Oui, et puis je ne sais pas, il y a cette notion de deuil pathologique qui serait un deuil qui durerait plus d'1 an. Moi, je ne pense pas qu'il faille pathologiser le deuil parce qu'il dure plus de 365 jours. C'est normal de faire son deuil pendant toute une vie dès lors que vous avez perdu quelqu'un d'important. Il y a des deuils qui sont pathologiques, certes, mais je pense qu'on a du mal à reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Oui, je l'ai lu et c'est quelque chose que j'ai clairement pas aimé quand je l'ai lu. Je crois que ça doit exister pour les assurances américaines. C'est les assurances américaines qui inventent ce genre de choses. Mais cela crée l'impression que votre deuil a une date de péremption. Moi, je fais encore le deuil de ma grand-mère que j'ai perdue à l'âge de 17 ans. C'était il y a très longtemps. C'est dur à admettre. Il y a un deuil aigu qui vous paralyse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne peut rien faire d'autre. Et puis, il y a le deuil pour lequel vous avez trouvé un petit espace. Vous pouvez vivre votre vie quotidienne sans que cela vous empêche de vivre, sans que cela surgisse à tout moment de votre vie quotidienne. Mais les rituels, cela aide à trouver du sens. Catherine, il y a une chose dont vous parlez dans le livre, vous avez fait des recherches sur le druidisme. Moi, j'ai trouvé cela absolument fascinant. Vous dites vous-même que c'est à moitié des traditions, à moitié inventé, mais le fait de marquer une période sombre avec des événements rituels, qu'est-ce que cela vous a permis de découvrir? Oui, alors je me suis rendue à Stonehenge lors du solstice d'hiver. Il y a 2 moments de l'année où l'on peut approcher les pierres lors des 2 solstices. Et Stonehenge reconnaît ainsi que beaucoup de personnes trouvent une signification dans les pierres à cette saison, à ces 2 solstices. Et je trouvais que c'était très beau parce qu'il y avait une foule qui a afflué, qui coexistait en cet endroit sans avoir la même raison d'être là. J'ai décidé d'écrire au druide en chef, mais bon, je vais vous raconter cela. 2 personnes réclament ce titre. Il y a un homme qui prétend être le descendant d'Arthur Pendragon et qu'en tant que tel, il serait l'héritier de Camelot. Je ne l'ai pas interviewé. Il semble passer beaucoup de temps sur Facebook à se disputer avec les gens. Mais il y a un autre homme très sage, Philip Coggle. Le nouveau druide en chef est en fait une femme, ce qui est passionnant. Donc, avec ce druide en chef, l'ancien, je lui ai demandé pourquoi il avait adopté ce calendrier païen avec les points entre les solstices. Et la conversation est devenue très émouvante. Il n'a pas dit « nous pensons qu'il y a une signification magique ». C'est simplement que concrètement, avoir un rituel que l'on fait toutes les 6 semaines
aide à traverser des périodes vraiment difficiles. Il m'a dit qu'il avait récemment divorcé et qu'il s'est rendu compte plus que jamais ce que les rituels signifiaient pour lui, que au moment le plus difficile, il avait perdu ses enfants, en quelque sorte, qu'il pouvait penser déjà à ce rassemblement qui allait avoir lieu dans quelques semaines et que ce rassemblement allait l'inviter à accepter, à adopter la signification qui surgirait à ce moment-là. Il n'y avait pas de signification toute faite, mais il pouvait trouver son propre sens, le sens qui lui était propre. Et je me suis donc interrogée sur le rituel parce que je n'ai pas de religion, je n'ai pas grandi dans une religion, mais pour moi, cela avait un sens. Il m'a dit, je sais que c'est étrange, mais parfois, les choses étranges nous font beaucoup de bien. Oui, c'est vrai, non? C'est étrange. C'est la juxtaposition du sombre et du clair, la lumière et le noir, ces périodes de jachère, ces périodes d'anesthésie. Il y a une réaction, même si elle est programmée par le rituel. Vous, dans votre livre, vous dites que les gens avaient l'air d'avoir peur de vous parler du décès de votre mari ou même d'évoquer cette perte. Et j'ai trouvé que le parallèle était très intéressant entre ceux-là et ceux qui ne voulaient pas parler des champignons parce que les champignons sont dangereux. Il me semble qu'il y a un lien là avec la mort également. Oui, beaucoup de gens font le lien entre les champignons et la mort. Et votre observation est très intéressante parce que ce qui se trouve en filigrane de cette réticence ou de cette peur, c'est une connaissance qu'il faut acquérir pour parler de ces choses-là. Et les rituels permettent de reconnaître certaines choses et d'en discuter. Les rituels nous fournissent une feuille de route pour sortir d'une passe difficile. On peut avoir ces rituels privés, mais les rituels qui existent déjà sont plus faciles et collectifs de surcroît. Ce qui est intéressant, c'est que les rituels nous indiquent un cercle, un cycle. Tout ce qui est arrivé va se produire à nouveau à l'avenir. C'est beaucoup plus utile que le temps linéaire, la mort, l'effondrement, l'entropie. Oui, c'est aussi une manière d'intégrer l'expérience dans l'expérience la plus grande de la vie. Voilà, nous allons un peu changer de sujet parce que je sais que vous êtes anthropologue de formation. Et une chose qui m'a frappée dans votre livre, c'est que non seulement vous avez adopté les champignons, la recherche de champignons, mais vous avez aussi observé les champignonneurs, les mycologues. Qu'avez-vous observé chez cette communauté que vous ne saviez pas avant? Vous aviez déjà changé de culture, vous aviez déjà l'œil observateur. Qu'est-ce que cela vous a fait de connaître cette nouvelle communauté? Bon, au début, je les ai trouvés bizarres et je décris d'ailleurs comment je deviens petit à petit une de ces personnes bizarres. Oui, je suis anthropologue et c'est une déformation professionnelle que l'observation. J'aime bien observer ce qui est à l'extérieur de moi, mais je me suis observée aussi. J'ai observé le chaos à l'intérieur de moi. Et je le dis dans le livre. Mais oui, j'ai rencontré ces adeptes des champignons. Je les ai trouvés charmants. Leur organisation était très démocratique. Il y avait des jeunes, des vieux, des minces, des gros, de tous horizons qui s'unissaient autour de ce centre d'intérêt commun. Et c'est seulement plus tard que j'ai découvert que, en fait, c'est une société très hiérarchisée, très hiérarchique. C'était les connaissances qui primaient. Ceux qui connaissaient le mieux les champignons, tous les noms latins, étaient clairement le chef. Et c'était absolument fascinant
de constater que cela n'existait pas uniquement en Norvège, car je suis allée chercher les champignons dans d'autres pays et je me suis dit, ah, voilà, c'est une espèce internationale. Les chercheurs de champignons, ils ont leur coin. Si vous devenez intime avec eux, ils vont peut-être vous montrer leur coin à champignons. C'est vraiment un témoignage de grande amitié. Lorsque je suis arrivée en Suisse, il y a presque 20 ans, j'ai longtemps vécu dans une ferme et je me promenais souvent dans les bois. Et un jour, dans la forêt, je me suis rendu compte qu'il y avait un homme derrière un arbre et cela m'a fait peur. Il ne bougeait pas. Et il refusait de bouger. Et je crois qu'il pensait que je ne le voyais pas. Il se cachait parce que j'étais arrivée dans la forêt alors qu'il était dans son coin à champignons. Et plus tard, je l'ai vu avec son sac et son couteau. Dans la forêt où je promène mon chien, je vois souvent une femme chinoise. Elle a toujours un grand sac en plastique. D'ailleurs, c'est un couple et quand je les vois, ils changent de direction. Ils me disent « bonjour, bonjour ». Oui, ce sont des gens qui ont une mission. Il ne faut pas vous ingérer. Elle n'a pas trouvé mes cèpes, mon coin à cèpes en tout cas. Donc, on se regarde un peu en chien de faïence. Vous parliez de cette hiérarchie liée aux connaissances des champignons. Et je pense que ça a un lien avec l'autre livre. Peut-être que je vais un peu trop loin, mais la personne porteuse des connaissances va vous dire si vous pouvez manger ce champignon qui pourrait vous tuer. Je ne voudrais pas avoir l'air d'un mycophobe. Je suis microphobe, mais pas mycophobe. Mais c'est un pouvoir énorme que ces gens auraient sur les autres. Un pouvoir similaire à celui des chirurgiens. Alors, si vous voulez bien nous parler du chapitre merveilleux sur les champignons hallucinogènes et la pénurie de connaissances et les mauvaises connaissances ou les mauvaises informations qui circulent sur ces champignons. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur vos recherches? Oui. Alors, pour moi, ces champignons hallucinogènes étaient des champignons comme les autres. Et la société des champignons en Norvège refusait de m'en parler. Les gens avaient très peur de diffuser ces connaissances. Je me suis dit que c'était très bizarre que cette société qui prétend vouloir diffuser les connaissances sur les champignons était si réticente à parler de cette famille de champignons. Et je leur ai dit il faudrait amender les statuts. Nous diffusons des connaissances sur les champignons, sauf les champignons hallucinogènes. Ils n'étaient pas très contents. Mais j'ai persisté et j'ai trouvé 1, 2, 3 personnes qui ont accepté de me parler des champignons hallucinogènes. Je les ai interviewés pour ce chapitre et j'ai procédé par méthode, comme vous l'avez vu. Oui, alors encore une fois, c'est la mort, c'est la peur et aussi le pouvoir sur les connaissances, la peur en même temps le pouvoir. Alors, ces expériences sont assez drôles à certains moments, telles que vous les racontez dans votre livre. Alors, Catherine, je vais vous demander... Voilà, je change encore de sujet. Catherine, j'aimerais vous parler de ce qui se passe pendant ces périodes de jachère. Vous avez dit tout à l'heure que ce ne sont pas des moments où vous essayez de trouver des choses positives. Ce n'est pas cela. C'est plutôt qu'il se passe... Ce n'est pas un temps mort, c'est le contraire même d'un temps mort. Les choses que vous vivez, que vous apprenez, peuvent être très douloureuses. Oui, alors les périodes de jachère sont des périodes très chargées, mais d'une manière très différente. Elles ne sont pas très lucratives, par exemple. Elles n'impliquent pas de sortir dans le monde. Leur productivité est plutôt invisible selon les normes actuelles. Mais ce sont des périodes où un travail très important se fait. Ce sont
parfois des choses que nous avons omis de faire ou négligées pendant les périodes plus actives. Faire du ménage, mettre ses documents, mettre de l'ordre dans ses documents. Et un travail émotionnel se fait également, un travail très important. Et je crois que, pour moi, l'hivernage, c'est un ensemble de moments où vous remettez en question qui vous êtes et vous vous réinventez. Vous réinventez votre identité avec à la clé des modifications, des changements qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Ce qui était très intéressant pour moi, c'est que cet hivernage arrive quand nous résistons à un changement qui se présente à nous. C'est un peu comme la maladie. Si on a une maladie chronique qui n'est pas forcément mortelle, mais qui affecte notre vie, nous n'acceptons pas les changements nécessaires jusqu'à ce que notre corps nous force à les faire. C'est un peu la même chose pour l'hivernage. C'est d'une importance profonde et vitale de faire ce travail. Ça ne veut pas dire que c'est drôle, mais l'expérience peut être mitigée aussi, parce qu'il y a de nombreux moments où nous apprenons beaucoup. Il y a une métaphore que je n'ai pas utilisée dans le livre, et je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passe avec un papillon et ses différents stades de vie. La chenille se transforme dans une sorte de soupe d'ADN et se liquéfie, littéralement. Il y a des cellules de l'imago qui forment des grappes et reconstituent le papillon. Et je trouve que c'est une métaphore idéale pour ces périodes de jachère. On ne se transforme pas comme un des Transformers, ces robots. Nous devenons une sorte de soupe. Nous nous liquéfions dans l'attente de réémerger sous une forme différente. C'est très beau et c'est un processus très solitaire. Et c'est peut-être pour cela que les gens résistent. C'est du travail et on est seul pour le faire. Ou avec un réseau, peut-être. Oui, peut-être avec une thérapeute ou un médecin aussi. Ce n'est pas complètement un travail complètement solitaire, mais c'est un travail que vous devez faire vous-même. Personne ne peut le faire pour vous et personne ne peut vous donner les réponses et les solutions. Il n'y a pas de manuel. Lorsque la radio américaine veut m'interviewer et me donne 10 minutes, ils n'ont pas lu le livre et ils disent « Quelles sont vos 10 astuces pour l'hivernage ?» Et je leur dis « Je suis vraiment désolée, je ne peux pas vous donner les 10 astuces, les 10 trucs. C'est un processus individuel. » Ce n'est pas très américain. J'aimerais vous demander d'en dire un peu plus sur les podcasts. Je suppose que c'est ressorti de votre expérience avec le livre, avec l'hivernage. Son podcast s'appelle The Wintering Sessions. Je ne sais pas quelle est leur fréquence. 3 fois par semaine. Alors oui, ces podcasts sont un projet qui a été lancé en juin 2020 pendant le confinement. Et c'est ressorti de ce sentiment d'isolement. Hier, nous parlions du travail des écrivains qui est devenu inexistant pendant cette période. Et ces conversations intenses et qui regorgeaient d'idées me manquaient. Et j'ai eu du mal à écrire parce que j'avais besoin de cette répétition de la pensée, cette pratique de la pensée. Et j'ai décidé donc de faire un podcast. Je ne suis pas la seule, mais heureusement, mon podcast a survécu à la pandémie et nous invitons des personnes qui nous parlent de ce qui se passe dans leur vie en période de jachère et de nous faire part de leurs réflexions. Souvent, la discussion tourne autour du retour au monde
et de ce que nous allons apporter avec nous, de ce que nous avons appris grâce à la pandémie. Et j'aime bien avoir cet espace de discussion. C'est une belle manière de célébrer le rythme lent et les périodes de jachère, et en acceptant, en embrassant les changements. Ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est que les gens ne sont pas tristes quand ils parlent de leur jachère. C'est plein d'humour et je crois que souvent notre culture n'a pas compris comment la lumière et l'ombre sont proches. Parfois, je reçois un mail qui me dit « Mais pourquoi est-ce que vous riez tant pendant ce podcast ?» Eh bien, parce que c'est comme cela que nous libérons les émotions suscitées par ces événements très sombres. Woon, vous décrivez la découverte de votre premier champion, du premier... le premier mari, la première mari. Oui, c'était un moment où j'ai fait le lien entre la morue, les champignons et la mort. Et aussi, c'était un moment de découverte d'un sens de la direction où je devais m'acheminer. J'étais dans la soupe du chaos dont Catherine a parlé, et chacun doit trouver sa morille. Si quelque chose suscite la joie chez vous, c'est quelque chose que vous devez explorer plus avant. Quelque chose qui donne un sens à votre vie. Le plaisir, la joie, et c'est cela qui va vous permettre de sortir de la soupe. C'est peut-être cela qu'il faudrait dire à la radio américaine. Oui, mais je crois que les gens se sentent coupables quand ils recherchent des moments de plaisir, de joie. Ils ne s'autorisent pas à en profiter. Oui, parce que quand on est en deuil, on est censé être triste, être fatigué. Mais s'il y a quelque chose qui vous donne du plaisir, il faut vous autoriser à en profiter. Oui, et puis la tristesse en continu, ce n'est pas cela, le deuil non plus. Je crois qu'aller vers les choses qui vous font plaisir, c'est toujours la bonne réponse à tout. Nous sommes arrivés au moment de prendre vos questions. And if you have questions in French, I can interpret them into English for our two authors. C'est le moment où les gens se demandent s'ils vont vraiment poser la question. La première question. Le microphone ne semble pas fonctionner. Alors, lorsque vous recherchez les champignons, est-ce que c'est aussi pour les cuisiner et les manger? Ou est-ce que c'est plus comme l'ornithologie? Je vais répéter les questions. Je ne suis pas sûre que tout le monde ait entendu. La cueillette était également à but culinaire ou simplement pour se promener dans la forêt? Eh bien, pour moi, j'ai commencé à cueillir les champignons dans le but de les manger. J'aime beaucoup les champignons et je pense que c'est le cas de beaucoup de champignonneurs. Cela étant, et même si je ne me suis pas privée d'apprendre de nouvelles recettes, et j'ai tout un chapitre d'ailleurs de recettes dans le livre. Oui, le pâté et le bacon de champignons, fabuleux. Oui, il y a des idées dans ce chapitre. Alors, mais on a découvert qu'il y a beaucoup plus dans le monde des champignons, dans la société dont je suis membre en Norvège. Les gens ont fabriqué des teintures pour la laine à tricoter. D'autres se sont achetés un microscope et restent chez eux toute la journée à observer les champignons sous le microscope. Donc, ça peut prendre beaucoup de formes. Et
la connaissance des champignons, savoir les identifier. Ça, c'est le premier point pour beaucoup de gens. C'était fascinant d'en apprendre plus sur la culture des champignons en Norvège. Sur le plan culturel, l'attitude est différente dans chaque pays. En Norvège, c'était l'élite qui mangeait les champignons à l'origine. C'est vrai. En faisant des recherches pour le livre, j'ai appris que pendant la Deuxième Guerre mondiale, période de pénurie, les gens ont observé que leurs animaux mangeaient les champignons, mais les êtres humains estimaient que c'était une nourriture pour les animaux. C'était les Norvégiens les plus sophistiqués qui avaient voyagé à l'étranger et qui avaient appris que les champignons étaient comestibles et que l'on les mangeait parfois dans des restaurants très chics. Ils ont ramené cette attitude et cette activité en Norvège. C'est très intéressant de voir les différences culturelles autour des champignons. D'autres questions? Vous êtes un groupe très discret. Merci beaucoup. Merci d'abord pour cette très intéressante conversation. Je suis désolée, je n'ai pas lu vos livres pour l'instant. Mais ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce que vous avez dit, c'est le sentiment du temps dans le deuil ou les époques difficiles. C'est la durée très différente que prend le temps et auquel c'est vrai que la société, en tout cas la société occidentale dans laquelle nous vivons, ne nous habitue pas du tout, et combien il est difficile de passer de ce temps lent et difficile lorsqu'on travaille encore, même lorsqu'on traverse ces périodes, de retourner dans le temps rapide qu'exige en fait la société dans laquelle nous vivons. Et je voulais savoir si vous aviez expérimenté ces différences de temps et ces difficultés de passer de l'un à l'autre. Experienced in different ways, and how difficult it can be to return to a normal sort of fast-paced time of life, and how you experienced that or worked through it in your different experiences. Yeah, I mean, often I think when you're Je trouve que souvent, lorsqu'on opère un retour dans l'autre monde, c'est un peu comme si le monde avançait à un rythme différent que vous, comme les tapis roulants à l'aéroport. Cette expérience de revenir dans le monde et dans les lieux où il y a du bruit, du mouvement, de devoir avoir un agenda. Ces choses semblent bizarres et inattendues. On attend ce moment avec impatience, ou au moins pendant la pandémie, et puis je pense que les gens ont découvert que ce n'était pas si facile que cela. Après l'hivernage, il y a le dégel, et ce dégel doit être conscient. Il faut réfléchir, planifier son retour au monde, parce que je pense que sauter un petit peu à pieds joints dans ce monde peut être dommageable. Mais ce n'est pas simple, parce qu'il y a tous les aspects économiques. Comment est-ce qu'on permet aux gens de revenir? Je ne l'ai pas dit dans le livre, mais j'avais été très malade. Je devais travailler encore pendant un mois. Je me retrouvais dans mon bureau. J'avais beaucoup de douleurs. J'étais faible, j'étais fatiguée. Je n'arrivais pas à me tenir debout. Et je me souviens d'avoir pensé, il n'y a pas une voie qui est prévue pour que je réintègre le travail. C'était tout ou rien. Les journées complètes ou rien. C'est impossible. Et à midi, le premier jour, ma superviseure m'a renvoyé chez moi. Mais il y avait une certaine pression. J'étais en arrêt maladie, mais l'arrêt maladie est limité. Après, on est en congé sans solde. Donc, ce n'est pas toujours simple.
Cela fait 2 ans que je parle au public américain de cette période de jachère et aux États-Unis, il n'y a pas le filet de sécurité que nous avons ici. Ils ont 2 choix. Ils peuvent travailler ou ne rien gagner. Soit on est apte à travailler ou on est très malade. Et je pense que le retour au travail doit être progressif et peut-être que les gens qui veulent lever le pied pourraient le faire progressivement aussi. Woon, est-ce que vous avez ressenti ces mêmes pressions? Tout à fait. Et je pourrais me faire l'écho de tout ce que vous dites. Je me disais à l'instant que pendant mon deuil, pendant le deuil, le temps devient une dimension mouvante et inhabituelle qui avance sans que vous vous en aperceviez, s'accélère, ralentit, et j'ai eu du mal à trouver des repères. Donc, mon expérience du temps était différente pendant mon deuil. Ça, c'est une certitude. Et je n'avais ni les mots, ni les outils pour en rendre compte et pour gérer. Donc, c'était une nouvelle expérience. Est-ce que nous avons le temps de prendre une dernière question? Oui, au fond, monsieur. J'ai vu que vous dites que pour vivre votre douleur, vous n'avez pas eu recours à la religion. Je voulais savoir si vous estimez pour autant que les religions classiques ne nous donnent rien qui puisse nous aider à gérer le deuil, ou est-ce que c'est basé sur votre propre expérience seulement? Bon, je ne suis pas membre d'une religion organisée, mais pendant mon deuil, j'aurais bien aimé en faire partie, avoir une église qui pourrait me donner des réponses. C'est le seul moment où j'étais envieuse des gens très croyants, parce que peut-être qu'à un moment de votre vie où vous ne trouvez pas de sens, vous avez peut-être quelque chose à quoi vous accrochez, quelque chose qui vous montre le chemin, mais je n'avais pas ce privilège. Et c'est peut-être le seul moment de ma vie où j'étais un peu jalouse des croyants. Je me suis dit peut-être qu'ils trouvent des réponses là où j'en cherche et j'en trouve pas. S'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est une main levée là-bas? Non? C'est un tic. Non, là, il y a une main levée. Catherine, lors de votre expérience avec l'hivernage, avec le livre, le podcast et tous les entretiens sur le concept d'hivernage, vous avez dû rencontrer beaucoup de réactions à ce concept. Pour vous, il y a eu un moment, un événement qui vous a obligé à hiverner. Est-ce que d'autres personnes vous ont parlé d'un moment où ils ont consciemment décidé d'hiverner? Oui, c'est intéressant. Il y a très peu d'histoires de choix conscients d'hiverner. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Mais là encore, c'est l'autorisation de notre culture qui fait défaut. Mais dans les traditions religieuses, par exemple, les bouddhistes ont des périodes de retraite, de recueillement. Et les catholiques peuvent passer une période dans un monastère ou un couvent. Donc ça, je connaissais ces possibilités-là, mais sinon, il y a très peu de témoignages de ce genre. J'ai vu que des personnes qui ont une maladie chronique arrivent à un moment donné, à un moment où ils décident consciemment de reconnaître leur état. Pendant longtemps, ils sont un petit peu dans le déni et à un moment donné, ils rendent les armes
et ils changent de mode de vie. Mais ce qui m'intéresse, c'est le petit nombre. Combien le nombre de personnes qui font ce choix consciemment est petit. Et combien de fois c'est une lutte jusqu'au moment où on rend les armes. J'aimerais qu'il y ait une possibilité de dire, voilà, je choisis de me mettre en retrait. Je choisis d'hiverner. C'est un projet qui pourrait m'intéresser. Très bien, j'aimerais vous rappeler que les auteurs vont dédicacer leurs livres qui sont disponibles en français et en anglais à l'étage. Je vous invite à applaudir Catherine May et Longlit Woon. Thank you.